Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Cueva de los Tallos. Une grande expédition a été entreprise en Équateur en 1976 pour rechercher quelque chose hors de ce monde. Et parmi le groupe d'explorateurs se trouvait le premier homme à avoir marché sur la Lune 7 ans plus tôt, le célèbre astronaute Neil Armstrong. Neil et le reste de l'équipe se sont enfoncés dans la jungle équatorienne à la recherche de la Cueva de los Tallos. Une grotte mystérieuse qui contiendrait des sculptures étranges, des tunnels impossibles réalisés par une technologie avancée et une bibliothèque de tablettes métalliques. Ces objets auraient été laissés par une civilisation perdue qui aurait reçu l'aide d'êtres supérieurs. La grotte a été utilisée par le peuple indigène Shuar d'Équateur pendant des siècles. Aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, ils ont considéré ce vaste système souterrain comme un site sacré. Ils descendent dans le noir à l'aide d'échelles fabriquées à partir de lianes dans un puits de 30 mètres et organisent ensuite des cérémonies dans le monde souterrain. Et la plus grande chambre de la grotte mesure près de 90 mètres de haut et près de 250 mètres de large. Les tunnels souterrains s'étendent sur près de 5 km. Il y a beaucoup de choses dans la grotte, des tarentules, des boa constrictors, des scorpions, ainsi que des espèces d'oiseaux nocturnes comme le garacho. Les Shuar se considéraient comme les gardiens de la grotte et n'ont jamais eu de problème jusqu'à la fin des années 60. C'est à ce moment-là qu'un explorateur nommé Janos Juan Moritz s'est introduit dans les grottes et a découvert un petit trésor d'or. C'est lui qui a trouvé les artefacts, les sculptures et l'étrange bibliothèque métallique contenant des informations inscrites sur des tablettes de métal. Janos pensait également que les grottes étaient purement artificielles, creusées par une intelligence avancée il y a des milliers d'années. C'est ce qui a inspiré l'expédition scientifique menée par Neil Armstrong en 1976. Plus de 100 personnes y ont participé, plusieurs gouvernements et tous les meilleurs scientifiques du monde. Le réseau de grottes a été cartographié en détail, la vie végétale et animale a été répertoriée dans les moindres détails et il y avait des preuves d'habitation humaine. Mais il n'y avait pas de bibliothèque métallique, pas d'or, ni d'artefacts étranges. L'intérêt pour les grottes est retombé après cela. Mais il y a encore des gens qui veulent croire que les vraies découvertes ont été dissimulées et que les tablettes métalliques ont été emportées en secret. La tablette d'émeraude. La tablette d'émeraude est l'une des découvertes les plus mystérieuses et les plus secrètes jamais faites, à supposer qu'elle ait réellement existé. La tablette d'émeraude est censée être faite d'émeraude solide et contenir les secrets de l'univers, rien que ça. Elle aurait été trouvée dans une tombe sous la statue d'Hermès Trismégiste à Tian, dans l'actuelle Turquie, coincée dans les mains du cadavre, comme si Hermès, même mort, essayait de garder le secret pour lui-même. Et pour mieux cerner tout ce mystère, il faut s'intéresser à Hermès Trismégiste. Et tout comme la tablette d'émeraude, personne ne sait s'il s'agit d'une personne réelle ou non. Son nom est directement lié aux origines de l'alchimie mythologique en Égypte et en Grèce. Il est censé être le grand-père de la philosophie alchimique occidentale et l'auteur de la tablette d'émeraude. Et il aurait vécu il y a environ 2000 ans dans la ville d'Alexandrie, dans l'Égypte hellénistique. Et selon le mythe, la tablette d'émeraude contenait tous les principes scientifiques qui régissent l'univers. Certaines légendes disent même que c'est Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, qui en est à l'origine, avec son propre savoir sacré. Mais selon certaines théories, la tablette aurait été écrite au VIe siècle par un savant arabe et aurait brûlé dans la bibliothèque d'Alexandrie lors d'un grand incendie. La vie sur Mars. La plupart des gens vous diront que nous sommes toujours à la recherche de preuves de vie sur Mars. La NASA déploie actuellement des rovers sur la planète rouge à la recherche des premières preuves de vie organique. Mais la vérité cachée est que la vie sur Mars a été découverte dans les années 1970 et qu'elle a été balayée sous le tapis. Ou du moins, c'est ce que prétendent certains scientifiques et certaines données d'études controversées. Gilbert Velevin était le chercheur principal en 1976 lorsque la NASA a déployé ses atterrisseurs expérimentaux Viking sur Mars. Il vient de publier un article dans le Scientific American Journal dans lequel il affirme avoir été témoin de résultats positifs
prouvant l'existence de la vie sur Mars et que ses résultats positifs ont été tout simplement ignorés. L'expérience appelée Labeled Release et consistait à tester le sol martien pour y trouver des traces de matières organiques. Les sondes Viking ont déposé des nutriments dans le sol martien stérile. L'idée était que si la vie était présente dans le sol, l'organisme vivant consommerait le nutriment et laisserait des traces sous forme de gaz. Les capteurs radioactifs de la sonde capteraient alors ces gaz et confirmeraient la présence de vie. C'est ce qui s'appelle une réaction biologique et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le test fut apparemment un très grand succès, montrant que quelque chose avait consommé les nutriments. Ce n'était qu'une forme de vie microscopique, mais c'était une preuve de vie. Mais le problème est que les autres expériences n'ont pas permis de découvrir de la matière organique. Et lorsque la NASA ont essayé de reproduire les résultats de leurs tests en laboratoire, eh bien ils ont échoué. Ils ont alors écarté la réaction comme étant un faux positif, la qualifiant de réaction chimique inconnue et ont refusé d'admettre l'existence de la vie sur Mars. Et plus étrange encore, lorsque la NASA a annoncé le lancement d'un de ses atterrisseurs les plus récents en 2020, elle n'a même pas pris la peine d'inclure un test de détection de la vie. Cependant, de nouvelles informations sur la découverte de la vie apparaissent en ce moment même, et nous disposons de technologies bien meilleures que dans les années 70. Base sous-marine. Une mystérieuse base secrète vient d'être découverte au large des côtes de l'Antarctique, ou du moins, c'est ce qui semble être le cas. D'après de mystérieuses images de Google Earth, la base n'est pas située en Antarctique, mais à 150 km de la côte. Et il ne s'agit pas réellement d'une base, mais de ce qui semble être des formations sous-marines étrangement géométriques. Les formations se cachent sous l'eau et semblent être très massives. Les images satellites montrent de multiples structures très imposantes sur le fond marin. Mais les chasseurs d'ovnis et les adeptes de paranormal sont certainement très excités à l'idée de ces découvertes. Ils affirment qu'il semble y avoir 3 structures immergées, et l'une d'entre elles est exceptionnellement longue et mesure près de 80 km. L'autre est un peu plus courte et ne fait que 15 km, tandis que la plus petite ne fait que 8 km. Il est impossible de dire quelles structures ont pu se trouver ici. Certains prétendent qu'elles auraient pu être des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux, des hangars pour des véhicules et d'autres parties d'une base extraterrestre. Mais quoi qu'il en soit, aucun média n'a fait état de ces découvertes. Les seules personnes qui en parlent sont celles qualifiées de conspirationnistes. Et bien qu'il soit vrai que les preuves sont ténues au mieux, il semble bien qu'il existe un complexe d'anciennes structures englouties au large des côtes de l'Antarctique. Mais sont-elles naturelles ou ont-elles été faites par quelqu'un d'autre? Planète 9. Quelque chose de très étrange se passe aux confins de notre système solaire. Il existe un objet très mystérieux qui a été gardé secret pendant des années. L'objet a environ 10 fois la masse de notre propre planète et semble attirer d'autres objets célestes vers lui. Certains l'ont appelé Planète 9 ou Planète X, et ils disent que c'est une planète secrète à la limite de notre petit coin d'espace. Cela nous amène à un homme prénommé Percival Lowell, un voyageur, homme d'affaires et astronome amateur fortuné du 19e siècle. Il a développé une obsession pour le concept des martiens et de vie extraterrestre, et a consacré une très grande partie de sa fortune à révéler la vérité sur ce sujet. Perceval pensait avoir découvert d'anciens canaux à la surface de Mars, creusés par la dernière civilisation qui y vivait alors qu'elle tentait désespérément d'extraire de l'eau de sa planète mourante. Il a également construit un immense observatoire pour essayer de mieux percer les secrets de l'univers. Et l'une de ses découvertes les plus inhabituelles était une planète appelée Planète 9. Il croyait qu'au bord du système solaire se trouvait une planète fantôme si massive qu'elle perturbait les orbites de tout ce qui l'entourait. Cette théorie a été rejetée par la culture populaire comme n'étant rien d'autre qu'une absurdité du 19e siècle. Et pourtant, selon Mike Brown, il y a bien quelque chose là-bas. Mike est le légendaire professeur d'astronomie planétaire qui a rétrogradé Pluton en 2006 en lui retirant son statut de planète.
Mike et ses collègues ont récemment publié un article dans lequel ils proposent l'existence d'une planète colossale aux confins du système solaire, d'une taille 10 fois supérieure à celle de la Terre. Et c'est exactement ce que Percival Lowell suggérait, et pourtant, il est considéré comme un conspirationniste fou. Mais en fin de compte, nous ne savons pas ce qu'est la planète 9, ni pourquoi personne n'a jamais été en mesure de la voir avec un télescope, ou même avec des télescopes spatiaux comme Hubble. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a quelque chose de gros là-bas, une sorte de planète invisible et qui semble avoir une influence significative sur la gravité elle-même. Le manuscrit Sibiu. Le manuscrit Sibiu est un texte ancien du XVIe siècle qui semble montrer exactement comment créer des fusées à étages multiples. Le manuscrit suggère tout simplement qu'il y a 500 ans, quelqu'un avait déjà compris comment fabriquer des fusées en utilisant du carburant liquide. Le manuscrit compte 450 pages et a été retrouvé en Roumanie en 1961 dans les archives de l'université de Bucarest. La partie la plus insensée de ce mystère est que personne ne sait qui l'a écrit. La meilleure hypothèse est qu'il s'agit d'un ingénieur militaire autrichien nommé Konrad Haas. Nous savons que Konrad a vécu entre 1509 et 1576 dans le royaume de Hongrie. Il a fait toutes sortes de croquis fascinants, principalement pour des machines de guerre qui n'ont jamais été inventées. Mais compte tenu de l'époque à laquelle il vivait, beaucoup de ses croquis étaient bien trop avancés en raison de sa familiarité avec les fusées. Il est logique que le mystérieux manuscrit trouvé en Roumanie ait été écrit par lui. Et alors, où Konrad a-t-il trouvé son inspiration? C'est ce qui laisse les experts perplexes. La seule chose qu'ils avaient à l'époque était des feux d'artifice qui n'étaient pas vraiment des missiles balistiques. Le mont Kailash. Le mont Kailash est l'une des montagnes les plus mystérieuses du monde. C'est aussi l'un des seuls sommets du Tibet qui n'a jamais été gravi par l'homme moderne. Et de mémoire d'homme, personne n'en a jamais atteint le sommet, bien qu'il soit nettement moins haut que l'Everest à 6638 mètres. Et il y a de fortes chances que personne ne l'atteigne jamais. La légende locale veut que le mont Kailash soit une passerelle entre notre monde et le royaume des cieux. Dans la culture hindoue, dans le bouddhisme et même dans le jaïnisme, la montagne est considérée comme le plus sacré des sanctuaires. Elle est censée être la demeure du seigneur Shiva. Et il existe également des rumeurs selon lesquelles l'air des hautes altitudes de la montagne est si puissant qu'il peut faire vieillir rapidement une personne. Le temps fonctionnerait très différemment sur la montagne. Après qu'un alpiniste ait passé une zone spécifique, il commencerait à vieillir à un rythme extrêmement rapide. Des décennies en seulement quelques heures. C'est très certainement une légende, mais il n'existe aucun moyen d'en être sûr car personne n'a jamais atteint le sommet. Et certains prétendent même que le mont Kailash n'est pas une montagne, mais une pyramide secrète de taille inimaginable cachée sous la neige. L'Anunnaki sur Mars. Une découverte incroyable et apparemment impossible vient d'être faite à la surface de Mars. La tête de ce que certains appellent une statue Anunnaki a été vue grâce à des photographies de la NASA de la planète rouge. Les rovers Opportunity et Curiosity de la NASA ont capturé de nombreux clichés très étranges sur Mars, dont la plupart ont été considérés comme des illusions d'optique ou des pareidolie par la NASA elle-même. Nous avons vu ce qui ressemble à des dômes, des ruines de structures très anciennes qui semblaient s'effriter et d'autres choses qui défient toute explication. Mais cette dernière image est vraiment déroutante. En effet, certaines images prises par le rover de la NASA montrent clairement la tête brisée d'une statue en pierre qui semble appartenir à l'ancienne Mésopotamie. La formation rocheuse ressemble beaucoup aux sculptures et aux représentations des dieux Anunnaki trouvés dans l'ancienne Sumer. Elle a 2 yeux, un nez, une bouche et la même barbe en forme de cône que les statues trouvées sur notre propre planète. Mais là où les choses ont certainement gagné énormément de traction, c'est qu'il y a une croyance répandue que les Anunnaki, une race hypothétique d'êtres de l'espace, n'ont pas simplement colonisé la Terre il y a plusieurs milliers d'années. Certains croient aussi qu'ils ont colonisé Mars
en y créant leur propre civilisation de type humain. Et pour les adeptes de cette théorie, c'est une indication de ce qui s'est passé sur Mars à l'époque où la planète avait encore de l'eau liquide à sa surface. Il rajoute également qu'il pouvait y avoir des pyramides, d'autres statues et toutes sortes de ruines cachées juste sous la surface martienne. Pour beaucoup de gens, il se pourrait que les Anunnaki aient vécu sur Mars avant de venir sur Terre où ils auraient transmis leur grand savoir à la race humaine. Les extraterrestres chiliens. Le désert d'Atacama dans le nord du Chili est l'un des paysages les plus secs et les plus désolés du monde. Il longe la côte ouest de l'Amérique du Sud, un endroit connu sous le nom de couloir des aliens en raison du nombre extrêmement élevé d'observations d'ovnis. C'est l'un des déserts les plus hauts du monde et il reste donc assez ironique que le paysage soit si semblable à celui de Mars. Le désert d'Atacama abrite également de nombreux géoglyphes étonnants. Des images très étranges gravées à même la surface du désert et destinées à n'être observées que depuis les airs. Ces géoglyphes sont similaires à ceux du Pérou, comme les lignes de Nazca. Et pendant très longtemps, les chercheurs se sont demandé pourquoi les peuples primitifs s'efforçaient à créer des images qui ne pouvaient être vues que du ciel. C'est presque comme s'ils réalisaient les géoglyphes pour des visiteurs. Et en novembre 2014, des officiers de la marine chilienne, testant une nouvelle caméra infrarouge sur un hélicoptère, ont capturé un objet volant très étrange sur vidéo. Il se trouvait à une altitude d'environ 1500 mètres et ils ont réussi à suivre l'objet pendant plusieurs minutes. Et le gouvernement chilien a rendu public environ 9 minutes de séquences vidéo en 2017. En examinant ces séquences, l'expert en analyse d'images Michael Bradbury a remarqué que les objets mystérieux ressemblaient très étrangement aux géoglyphes du désert d'Atacama. Il s'agit d'objets en losange presque identiques les uns les autres. Et pour certains, il semble vraiment que les géoglyphes chiliens étaient censés être des représentations de ces vaisseaux utilisés par des visiteurs étranges et dessinés sur le sol il y a des milliers d'années. Tablette secrète. Des images mystérieuses sont apparues en ligne représentant des archéologues britanniques dans les années 30 en Irak. On peut voir ces archéologues debout avec d'étranges tablettes portant des images incroyables. Ces tablettes montrent d'étranges créatures avec des tentacules et de nombreux bras interagissant avec des êtres humains. Les tablettes sont également couvertes de symboles étranges, mais malheureusement nous ne savons rien de ces tablettes. Elles ont été prétendument prises en 1932 dans la très célèbre Ziggurat d'Ur, une grande pyramide faite par les Sumériens en 2050 avant Jésus-Christ. Cependant, les tablettes ne se trouvent dans aucun musée du monde. Mais personne ne semble savoir ce qu'elles sont devenues, ni même pouvoir authentifier la véracité des images. Le manuscrit du démon. Alors qu'il examinait une tablette d'argile assyrienne vieille de 2700 ans dans un musée berlinois, l'assyriologue danois Trollspan Karbol a remarqué, et pour la première fois, un dessin très troublant, une représentation démoniaque gravée très légèrement sur la tablette et qui avait échappé aux yeux des scientifiques et des observateurs pour plusieurs décennies. La gravure très légère qui se confond facilement avec des fissures représente clairement un démon avec des cornes, une queue, une langue fourchue et son corps semble aussi recouvert soit d'écailles soit de fourrure. La tablette qui contenait un texte en cunéiforme a sûrement été copiée d'un texte beaucoup plus ancien et a été découverte dans la bibliothèque privée de Kisirashur, un homme puissant, sûrement un guérisseur ayant vécu à Sour, une cité antique assyrienne dont les restes se trouvent aujourd'hui dans l'actuel Irak. La tablette en réalité est une sorte de traité médical portant sur un trouble que les Assyriens nommaient Bennu. Et selon le texte, le syndrome induisait une réaction dont les symptômes ressemblaient à une épilepsie, parmi lesquels des convulsions et des mouvements involontaires et des spasmes. En réalité, Kisirashur était à la fois une sorte de médecin guérisseur, mais aussi un chaman mystique, pratiquant des rituels ressemblant à des exorcismes. Les Assyriens croyaient que toutes les maladies étaient dues à des démons ou des malédictions, ce qui pourrait expliquer la représentation du démon. Et l'observation de Arbol s'est soldée par une étude qui a été publiée dans le journal des médecines cunéiformes, dans lequel il conclut que la société
société assyrienne croyait que le démon causant des épilepsies agissait sous les ordres de Sin, la divinité mésopotamienne de la lune. Et bien que les Assyriens traitaient les maladies avec un mélange de magie et de médecine, des dessins sur des tablettes en cunéiforme étaient vraiment très rares, et les représentations démoniaques l'étaient encore plus. Et bien que les inscriptions ont été en grande partie décryptées, les raisons derrière le dessin de démons restent néanmoins obscures. La meilleure explication est que c'est la représentation que se faisait le créateur de la tablette du démon causant le Bénou. Offrande Inca. Sur la frontière entre le Pérou et la Bolivie, le lac Titicaca était un site sacré pour l'Empire Inca. D'ailleurs, pour les Incas, le dieu soleil serait né et leurs lointains ancêtres auraient émergé de la roche dans la Isla del Sol, l'île du soleil qui se trouve au milieu du lac. L'île était donc sacrée et abritait plus de 80 temples et des centaines d'hôtels et de structures destinées à des cérémonies durant l'apogée de la civilisation Inca. C'est ainsi qu'une découverte inédite et fascinante a été faite au fond du lac en 2020. La découverte publiée dans la revue Antiquity bouleverse notre compréhension sur le système de croyance des Incas. La découverte faite à 5 mètres de profondeur est une boîte d'offrande faite en andésite, une roche volcanique locale. Dotée d'un bouchon de pierre, la boîte a été sans doute déposée il y a plus de 5 siècles et elle est toujours intacte. À l'intérieur de la boîte, les chercheurs ont trouvé une feuille d'or enroulée, une figurine de lama fabriquée à partir de Spondylus, un mollusque épineux à la fois rare et très précieux. Selon les archéologues, la feuille d'or serait une réplique miniature du chipana, un type de bracelet que les membres de la noblesse inca portaient sur leur avant-bras. Le lama représente la bête de somme robuste des Incas. La découverte est d'autant plus inestimable quand on sait que les fonds du lac Titicaca ont été minutieusement ratissés et dépourvus de tout objet ayant de la valeur par des pilleurs pendant plusieurs décennies. Au total, plus de 20 objets liés à des rituels et des offrandes ont été découverts au fond du lac durant l'étude. Les chercheurs pensent que ces offrandes avaient plusieurs significations. Mais la nouveauté intrigante est que ces offrandes revêtaient un aspect politique en plus du religieux, comme l'explique Christophe Delaire, co-auteur de l'étude. Les offrandes étaient sans doute liées au culte des ancêtres incas et à des pèlerinages qui avaient lieu sur l'île du Soleil. Établir leur mythe fondateur en ce lieu, y accomplir des rituels étaient autant de moyens pour les Incas d'imposer leur empire. Les traditions religieuses des Incas étaient étroitement liées à leurs traditions politiques et économiques. Mais la signification de la boîte en question reste toujours floue. Les boîtes d'offrandes pouvaient contenir du sang d'animaux et parfois même le sang d'un enfant. Comme le décrivait d'ailleurs un religieux espagnol du XVIIe siècle, Alonso Ramos Gavilan, les offrandes déposées étaient accompagnées de nuages de sang. Les chercheurs espèrent faire encore plus de découvertes au fond du lac, qui s'étend sur plus de 8200 km², dans l'espoir d'en comprendre un peu plus sur les croyances incas. La pharaone mystère d'Égypte. L'une des découvertes les plus importantes, mais aussi les plus frustrantes pour les chercheurs, a été faite par des archéologues travaillant sur la rive ouest du Nil à Dachour, une nécropole royale égyptienne. Les archéologues y ont découvert les fondations d'une pyramide de la 13e dynastie durant le Moyen Empire. Mais la découverte majeure a été faite en creusant à l'intérieur de la pyramide. Ils ont non seulement trouvé une chambre funéraire, mais aussi un sarcophage avec tout l'apparat réservé à un pharaon. Mais en réunissant des morceaux de bois, ils ont pu reconstituer un masque funéraire et à la surprise de tout le monde, il ne s'agissait pas du tout d'un pharaon. Le docteur Yasmin El Chazli ainsi que son équipe ont été choqués de voir qu'il ne s'agissait pas du tout d'un roi comme ils l'avaient cru auparavant, mais d'une femme mystère. Néanmoins, il existe quelques pistes pour identifier son identité. Un coffre découvert dans la chambre funéraire est décoré de hiéroglyphes et les inscriptions apparaissant sur ce mystérieux coffre disent en toutes lettres « fille du roi », mais bien sûr pour rajouter du suspense à l'histoire, le nom du roi est l'endroit le plus endommagé et donc illisible. Le mystère est d'autant plus grand que les pyramides étaient réservées au roi, spécialement ce type de pyramide comme le déclarait le professeur Aidan Dodson. Ce type de conception de pyramide est spécifique à un roi. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait d'un membre mineur de la famille royale. Normalement, une princesse aurait simplement une tombe à puits et une chambre
chambre au fond de celle-ci, ce qui fait de tout cela un véritable mystère. Le masque funéraire de la défunte la représentait pourtant un chapiteau attorique, un couvre-chef strictement réservé aux femmes de la famille royale durant le Moyen Empire. Mais elle n'est pas la seule princesse mystérieuse du Moyen Empire. Au musée du Caire se trouvent quelques trésors d'une autre princesse dont on connaissait le nom mais dont on ignore qui est le père, la princesse Kenmet. Et les chercheurs espèrent qu'elle pourrait leur apporter un quelconque indice afin d'identifier la princesse mystère. L'artefact du Mexique. Durant une nuit de 1999, le docteur Pablo Enrique Garcia Sanchez campait dans le désert, dans la zone reculée, près de la ville du nord-est mexicain de Ojuelos de Jalisco. Durant cette expédition, l'homme aurait prétendument découvert une petite pierre très étrangement sculptée et couverte de symboles. L'objet lui serait apparu de prime abord de manufacture maya, même si il ne l'est vraisemblablement pas. Effectivement, la plus proche présence maya de l'endroit de la découverte est à plus de 1600 km de là. Par contre, les routes commerciales aztèques s'étaient beaucoup plus étendues vers le nord, représentant donc une source potentielle de l'objet. Et suite à une petite enquête dans la région, des locaux auraient avoué à Garcia qu'ils trouvaient des objets similaires dans la région depuis à peu près 80 ans. Il l'aurait même eu vent d'une grotte locale qui contiendrait beaucoup plus d'artefacts. Garcia décide alors de former une équipe de recherche qu'il nomme Nahui Oyin, qui voudrait dire cinquième monde en langue aztèque. Et son équipe a été très prolifique apparemment, découvrant et cataloguant près de 400 artefacts dans la région. Mais le plus choquant est certainement une sorte de casque à la forme d'extraterrestres comme ceux que l'on voit dans les dessins animés. Certains objets portaient des symboles aztèques alors que d'autres représentaient des soucoupes volantes, des extraterrestres aux yeux verts, des combinaisons spatiales et toutes sortes de bizarreries. Tout cela semble trop beau pour être vrai, et c'est certainement le cas. La collection amassée par Garcia était anormalement grande, et avant que la communauté scientifique ne puisse se pencher sur ses découvertes, Garcia avait déjà vendu une bonne partie de ses prétendues découvertes à des curieux et des touristes, empochant par la même occasion des dizaines de milliers d'euros, avant de disparaître dans la nature sans laisser de traces. Son curriculum de docteur ainsi que son identité ne sont pas du tout vérifiables. Certainement un escroc accompagné d'artistes locaux qui fabriquaient généralement des souvenirs pour les touristes et qui a inventé toute cette histoire pour des raisons purement pécuniaires. Les hybrides de Dorsey. L'une des découvertes les plus déroutantes jamais faites au Royaume-Uni a eu lieu en 2015 alors que des archéologues de l'université de Bournemouth ont sorti de terre des ossements d'animaux de l'âge de fer arrangés d'une façon très bizarre. Les squelettes d'animaux étaient mélangés pour former des hybrides d'animaux mythiques qui ont laissé les scientifiques bouche bée. Par exemple, une vache a été enterrée avec les 4 pattes d'un cheval et plusieurs autres chevaux et vaches avaient des membres interchangés. Un mouton était enterré avec une deuxième tête de mouton et une troisième tête de taureau mais qui était accolée à son postérieur. Et un chien s'est vu rajouter 3 autres mâchoires inférieures de vache. Mais le plus déroutant de tous est certainement le corps d'une jeune femme qui reposait sur un lit d'ossements d'animaux en tout genre. Des ossements de chiens, de vaches, de chevaux et de moutons. Encore plus troublant, chaque ossement d'animaux correspondait aux membres de la femme qui reposait au-dessus, et les restes de la jeune femme montrent des signes de mutilation qui veulent sûrement dire qu'elle a été sacrifiée. Des créatures fruits d'un mélange de plusieurs animaux ont existé dans des mythologies et dans l'imaginaire de plusieurs civilisations méditerranéennes, parmi lesquelles les Grecs, les Mésopotamiens et les Égyptiens. Mais avant cette découverte insolite, de telles pratiques n'étaient pas du tout connues chez les populations celtes britanniques. L'archéologue et co-directeur des fouilles, le Dr Miles Russell, confie que le sacrifice d'un si grand nombre d'animaux ainsi que le traitement très inhabituel de leurs ossements bouleverse toutes nos croyances sur les populations celtiques britanniques durant l'âge de fer. Et cela confirme de façon quasi certaine que ces populations croyaient dans une mythologie qui comprenait des créatures mythiques hybrides de plusieurs animaux. Les ossements ont été découverts dans un site qui comprenait entre 150 et 200 habitations appartenant à des tribus eurotriges ou eurotrages, sûrement quelques générations avant l'invasion romaine des îles britanniques. La vallée des baleines.
Surnommée la vallée des baleines, elle est pourtant très bizarrement située dans le désert égyptien. Le site archéologique de Wadi Al-Hitan contient une immense collection de fossiles de cétacés. Plus précisément, le micro-ordre éteint des archéocètes, en majorité des Basilosaurus, qui veut littéralement dire lézard royal en grec ancien, et ont vécu vers la fin de l'Éocène il y a entre 41 et 33 millions d'années. À l'époque, la géographie terrestre n'était pas tout à fait la même. L'océan Thétis séparait encore les deux masses terrestres du Gondwana et l'Eurussia. Et contrairement aux baleines contemporaines, le Basilosaurus disposait de deux petites nageoires postérieures. Bien qu'inutiles, elles étaient parfaitement développées, vestiges de pattes postérieures. Ce qui prouverait que les baleines auraient évolué à partir d'animaux terrestres, en tout cas selon le paléontologue des vertébrés, le docteur Philip Gingrich. En réalité, Gingrich a passé la majeure partie de sa carrière à essayer de prouver cette théorie. D'ailleurs, l'évolution des cétacés et des baleines a toujours fait débat, et c'est d'ailleurs toujours le cas. Le docteur Gingrich ainsi que ses équipes ont découvert et examiné pas moins de 2000 fossiles de cétacés dans Wadi Al-Hitan, sur près de 3 décennies. Selon la théorie de Gingrich, un ancêtre commun des baleines et de toutes les autres créatures, une sorte de tétrapode ressemblant à une salamandre, aurait émergé de l'eau pour vivre sur la terre ferme il y a près de 360 millions d'années, et à travers le temps, ces nageoires se sont peu à peu transformées en pattes. La créature se serait adaptée à la vie terrestre. Mais là où le bas blesse est que Gingrich prétend que quelques-unes de ces créatures seraient retournées vivre dans l'eau, perdant par la même occasion toute utilité pour des pattes. Et donc leur corps se serait logiquement réadapté pour la vie aquatique. Pour certains, cette explication était le chaînon manquant pour expliquer l'évolution des cétacés. Pour d'autres, ce n'est qu'une affabulation, puisque l'évolution des cétacés a posé une colle même aux plus grands scientifiques et spécialistes de l'évolution, comme Charles Darwin lui-même et George Gaylord Simpson. Et alors que Gingrich pense avoir résolu le mystère en trouvant 3 fossiles des animaux intermédiaires qui prouvent sa théorie, l'opposition menée par le docteur Karl Werner réfute ces théories, remettant en cause la véracité des preuves présentées par Gingrich, un débat qui n'est pas près d'en finir. Silex funéraire. Alors qu'ils étaient en train de réaliser des excavations au cimetière de Karaïcine, en Jordanie, une équipe d'archéologues espagnols ont sorti de terre plus de 100 artefacts ressemblant vaguement à des violons. Les objets sont sculptés dans de la roche, plus précisément du silex, et dateraient de 10 000 ans. La découverte publiée dans la revue Antiquity prétend que les artefacts représentent la plus vieille forme d'art figurative jamais découverte dans le Moyen-Orient. Et les artefacts ne ressemblent en rien aux autres outils et objets utilitaires fabriqués à base de silex. Ils ne présentent aucun bord coupant et ne portent aucune marque d'usure. Les chercheurs pensent que les objets ont été manufacturés spécialement pour être utilisés durant des cérémonies funéraires. Des cérémonies funéraires qui, selon les chercheurs, impliquaient l'exhumation de corps préalablement enterrés pour une quelconque manipulation avant de les réenterrer. Les objets qui font entre 1 et 5 cm sont faits de façon à ressembler vaguement à une silhouette humaine. En tout cas, selon l'équipe de recherche. Ils rajoutent même que ce serait une forme d'attachement et d'hommage aux défunts. Et bien que la recherche présente plusieurs éléments de preuve afin de soutenir cette théorie, plusieurs scientifiques ne sont pas du tout convaincus. Ils pensent plutôt que ce n'est que la tendance humaine à tenter de retrouver des traits et des formes humaines là où il n'y en a pas. En d'autres mots, on est convaincu de voir ce qu'on a envie de voir. Pénurie de cuivre. Des découvertes de pièces de monnaie est quelque chose d'assez commun en archéologie. Ces découvertes sont même assez communes pour des ouvriers de chantier, mais celle-ci en particulier bat tous les records et est sans précédent. Cette découverte faite en Chine en juin 2020 a littéralement abasourdi les ouvriers, qui ont été obligés de ramasser les pièces découvertes à la pelle littéralement, et ont même dû les transporter dans des seaux tellement il y en avait. Une pelleteuse aurait détruit la paroi d'une chambre souterraine dans la ville de Shalian, à l'est de la Chine, dans la province de Jiangxi. Et quand les ouvriers ont essayé de ramasser les pièces, ils se sont rendus compte que plus ils creusaient et plus il y avait de pièces. Et même après avoir creusé un tunnel de 2,5 mètres, ils étaient toujours
entouré de pièces. Finalement, ils ont réussi à tout sortir et préparez-vous bien, le butin s'élève à plus de 300 000 pièces dont le total pèse près de 3,6 tonnes. Et après le départ des archéologues, les locaux sont venus sur place avec leurs pioches et leurs pelles pour tenter de trouver leur part du trésor. Et on les comprend bien. Et en analysant les pièces, les experts se sont rendus compte qu'elles datent de plusieurs périodes, mais la plupart viennent de la dynastie Song, une dynastie qui a régné entre 960 et 1279. L'origine du trésor est inconnue. Néanmoins, il raconte une histoire très intéressante dont les conséquences se font toujours ressentir dans notre vie quotidienne. La dynastie Song du Sud, et après avoir perdu une partie de leur territoire au profit des Jurchen, ne disposait plus de sources de cuivre afin d'imprimer leurs pièces de monnaie, chose qui a mené à une véritable pénurie de pièces de monnaie, à tel point qu'en 1161, le gouvernement décide de diviser la paye des militaires en deux. La crise a même poussé le gouvernement à créer des pièces en fer, qui n'auront pas un grand succès à cause des difficultés de production en plus de la corrosion qui les attaque très vite. Et pour remédier à ce problème très épineux, la dynastie Song du Sud va décider de créer la première monnaie en papier. Une avancée majeure qui sera l'une des merveilles que Marco Polo rapportera en Europe dans son récit de voyage à la fin du XIIIe siècle. Et dire que pendant cette pénurie, un petit malin avait caché plus de 300 000 pièces de cuivre sous terre. Mais en même temps, à cause de son avidité, il a indirectement participé à l'invention de la monnaie de papier et indirectement les billets de banque qu'on utilise chaque jour. Tanzanite. S'il y a bien une découverte qu'on aimerait tous faire, c'est bel et bien découvrir une pierre précieuse. Surtout quand il s'agit d'une gemme extrêmement rare et qui ne se trouve que dans un seul endroit au monde et sur une minuscule surface de 20 km² seulement. C'est ce qui est arrivé à un Tanzanien en juin 2020, Lazaro Lassimi. L'homme a découvert 2 tanzanites gigantesques. Et pour ceux qui l'ignorent, la tanzanite est une gemme extrêmement rare qui, comme son nom l'indique, ne peut être trouvée que dans un point très précis de la Tanzanie. C'est en réalité une variété bleue à violette de zoïste découverte en 1967. Et elle est exceptionnelle à cause d'une propriété très spéciale que l'on appelle trichroïsme, c'est-à-dire la faculté que possède le cristal d'absorber des longueurs d'onde et donc des couleurs différentes selon l'angle d'éclairement. La pierre présente donc, selon l'orientation du cristal, des éclats de couleur bleu saphir, violette ou même rouge. La tanzanite est d'ailleurs tellement rare que la totalité des cristaux existants seront minés en 2040 selon les estimations. Donc, il n'en restera plus sous terre. On se rend donc bien compte que la découverte de 2 cristaux colossaux qui pèsent respectivement 9,27 et 5,1 kg n'est pas vraiment anodine. Surtout quand on sait qu'avant cette découverte, la plus grosse pierre de tanzanite jamais découverte ne pesait que 3,3 kg. Et Lazaro a bien été récompensé pour sa découverte, puisqu'il a vendu ces 2 pierres au gouvernement pour la modique somme de 3 millions d'euros. Le père de 30 enfants, oui, vous avez bien entendu, 30, a même reçu un appel du président du pays lui-même, une découverte qui va sûrement changer sa vie et celle de ses 30 enfants. Merveille souterraine. Très récemment en Turquie, l'une des plus importantes découvertes archéologiques du siècle a été faite. La plus grande cité souterraine connue au monde. C'est suite à une petite inondation dans les rues de la ville de Mardin en Turquie que des ouvriers ont découvert une grotte. Une grotte qui débouchait sur une cité souterraine qui s'est avérée être la plus grande jamais découverte. Le quartier de Midyat, dans lequel elle se trouve, était déjà classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais grâce à cette découverte, le lieu prend une nouvelle ampleur. La cité était nommée Matyat, qui signifiait la ville des grottes, et les archéologues y ont découvert un véritable dédale de tunnels souterrains, avec au total 49 chambres découvertes jusqu'ici. De nombreuses galeries partaient dans toutes les directions et elles regorgeaient de peintures et d'artefacts. Les tunnels desservaient plusieurs lieux de culte qui ont servi de synagogue et ensuite d'église à travers le temps. Mais malgré toutes ces découvertes, les archéologues estiment que cela ne représente que 3% de la taille totale de la ville souterraine. Une ville qui a joué un rôle historique très important, comme le déclarait le directeur des fouilles, Gani Tarkan. Cette ville souterraine
souterraine a été utilisée sans interruption pendant 1900 ans. La cité souterraine a sûrement commencé comme une cachette ou une voie d'évasion, surtout pour des chrétiens qui devaient se cacher à l'époque pour pratiquer leur religion. Et petit à petit, elle s'est développée et les archéologues estiment qu'à son apogée, elle aurait pu abriter entre 60 000 et 70 000 personnes. La région qui se trouve dans le sud-est de l'actuelle Turquie a été sous domination de plusieurs civilisations puissantes, commençant par les Assyriens, ensuite les Arméniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, en passant par les Abbassides, les Seldjoukides et enfin les Ottomans. Autant dire que la région a été le théâtre de guerres d'empire et de religion. Et d'après les archéologues, ceci explique l'attractivité de la ville à l'époque qui ne cessait d'être convoitée. Et avec seulement 3% de la cité explorée, qui sait ce qu'elle peut nous réserver comme surprise. Stonehenge, le calendrier solaire. C'est certainement l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre. Et plus le temps passe, et bizarrement, plus le mystère grandit, et les scientifiques semblent changer de théorie assez régulièrement. Mais la théorie la plus récente, datant de 2022, semble se diriger vers l'hypothèse du calendrier solaire, et cette fois, il semblerait bien que ce soit la bonne explication. Les chercheurs voient depuis longtemps dans la composition monumentale de Stonehenge des preuves d'un calcul du temps préhistorique, mais jusqu'ici, les chercheurs privilégiaient la théorie selon laquelle le monument mégalithique situé au milieu d'une plaine au nord de Salisbury en Angleterre était utilisé pour marquer les solstices, essentiellement pour pouvoir différencier les saisons. Mais une nouvelle étude, publiée en mars dans la revue Antiquity, apporte des éclairages sur la façon dont ce calendrier pourrait avoir fonctionné. Et selon les conclusions de l'étude, la trentaine de mégalithes matérialiserait bien une année solaire de 365,25 jours. L'auteur de l'étude, le professeur Timothy Darville, explique son fonctionnement comme suit. Le calendrier proposé fonctionne d'une façon très simple et se base sur une année solaire de 365,25 jours. Le noyau de l'année est illustré par le grand cercle. Chacune des 30 pierres représente un jour dans un mois, lui-même divisé en 3 semaines de 10 jours chacune. Et même s'il est difficile d'entrevoir la totalité du calendrier actuellement, certaines des pierres manquantes ou tombées pourraient permettre de compléter les 12 mois de l'année. Mais en se basant sur l'axe solsticial, on peut d'ores et déjà distinguer une délimitation correspondant à 2 zones, été-printemps et automne-hiver. Le professeur Darville suggère même que ce ne serait pas une innovation locale et qu'il serait inspiré d'autres calendriers comme il l'a déclaré. Un tel calendrier solaire a été développé en Méditerranée orientale après 3000 ans avant notre ère. Il a été adopté en Égypte comme calendrier civil autour de 2700 et était largement utilisé au début de l'Ancien Empire vers 2600 avant notre ère. Une théorie qui n'est pas confirmée à 100%, mais qui est la meilleure qu'on ait eue depuis bien longtemps. Espérons juste qu'ils ne changeront pas d'avis cette fois. Capsule temporelle. Des archéologues égyptiens ont fait une découverte très inédite et très unique, surtout comparée à ce qu'on a l'habitude de trouver en Égypte. La découverte consiste en plus de 18 000 tablettes de pierre et de tessons de poterie qui nous donnent un aperçu sans précédent sur la vie de tous les jours que menaient les Égyptiens de l'Antiquité. La découverte nous offre littéralement des instantanés ou des captures d'écran de scènes quotidiennes dessinées sur des tablettes de pierre. C'est littéralement l'Instagram de l'Égypte antique. Les scènes représentées par chaque bout de poterie sont des scènes du quotidien tout à fait ordinaires, mais mises côte à côte, elles ouvrent littéralement une fenêtre sur le passé. Les tessons de poterie découverts dans la ville d'Atribis sont appelés ostraka, et ces fragments de poterie étaient littéralement utilisés par les Égyptiens comme des bloc-notes. C'était une façon très ingénieuse de recycler des bouts de poterie cassés, et les Égyptiens les utilisaient pour toutes sortes de choses, allant de textes extraordinaires comme des fragments perdus d'Aristote ou d'Hésiode et d'autres très ordinaires, comme des listes de courses pour des légumes ou encore des énumérations comptables de pois chiches et d'autres transactions. Mais la découverte la plus bizarre et aussi la plus drôle est celle de punitions.
Oui, oui, des punitions. Les archéologues ont découvert des successions de lettres et de mots qui se répétaient bien sûr recto verso, tout comme des punitions modernes. Apparemment, il y a des choses qui ne changeront jamais. Ils ont aussi retrouvé des exercices et des devoirs de calcul, de grammaire et d'alphabet. Pauvres petits Égyptiens. Les tessons inscrits étaient recouverts à près de 80% par des textes en égyptien démotique en usage dans le dernier millénaire avant notre ère. Le démotique est devenu le mot d'écriture courant de l'administration égyptienne à l'époque hellénistique, sous la dynastie des Ptolémées. Les tessons qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ nous prouvent à quel point la vie des Égyptiens ressemblait en plusieurs aspects à nos vies actuelles. Égypte mésopotamienne. Pour le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon, quoi de mieux pour célébrer cette occasion que de parler d'une découverte récente qui prouve que même un siècle plus tard, nous sommes toujours loin de percer tous les mystères entourant ce pharaon. Il faut aussi dire que la découverte était tellement riche qu'il était quasi impossible de tout analyser, même en plusieurs décennies. C'est ainsi que les reliefs sur ces feuilles d'or sont passés inaperçus pour presque un siècle, éclipsés par d'autres découvertes en apparence beaucoup plus importante. Ce n'est qu'en 2017 qu'une équipe de chercheurs égyptiens et allemands de Tübingen se sont penchés sur les motifs représentés sur les feuilles d'or et à leur grande surprise, elles établissent la connexion de l'Égypte antique avec une autre des plus grandes civilisations de tous les temps. Ces feuilles d'or qui étaient certainement des éléments d'ornement pour des sels et des carquois présentaient des motifs décoratifs étrangers à l'art égyptien de l'époque. Des scènes telles que des combats d'animaux et de chèvres au pied de l'arbre de vie étaient typiques de l'art mésopotamien et leur présence sur des objets présents dans la tombe de Toutankhamon montre comment les artistes égyptiens connaissaient et étaient influencés par des styles culturels extérieurs qui étaient apparemment parvenus en Égypte. Et bien que les analyses chimiques des artefacts en or avec des motifs égyptiens et ceux avec des motifs étrangers aient montré qu'ils avaient des compositions chimiques et des sources différentes, on ne pense pas que les objets de style oriental été importés. Au lieu de cela, ils ont probablement été créés dans des ateliers spécialisés dans les styles mésopotamiens. Les archéologues et les historiens soupçonnaient déjà une connexion, surtout commerciale, entre les deux immenses civilisations. Mais cette découverte vient non seulement la prouver, mais démontrer qu'elle était beaucoup plus importante que de simples échanges commerciaux allant jusqu'à l'influence culturelle entre les deux peuples. Les visages dans le désert. Au début de l'année 2022, si vous regardez cette vidéo dans le futur, une découverte exceptionnelle a été faite en Jordanie, un pays que vous connaissez peut-être pour les merveilles de Petra. Cette fois, c'est un complexe néolithique qui date de près de 9000 ans qui a été découvert en plein désert. L'équipe jordanienne et française a découvert des sculptures sur pierre très étranges et tout un complexe qui semble avoir été utilisé pour des usages rituels et culturels. Et ce n'est pas une cité antique, ni une colonie ou un village. Les archéologues pensent que c'est un complexe dédié à une sorte de rituel qu'ils ignorent complètement. Et pas grand chose du complexe ne subsiste aujourd'hui, à part les vestiges de quelques murs en pierre, en plus de quelques sculptures très étranges, qui semblent représenter des créatures et des visages très bizarres. Et juste à côté, les archéologues ont découvert des structures immenses qui servaient comme des pièges appelés desert kites. Et c'était une méthode très ingénieuse utilisée par les chasseurs afin de chasser du gibier et principalement des gazelles. Le piège consiste en deux murs en forme de V et l'idée est d'y faire entrer un animal pour qu'il s'y retrouve coincé au bout comme dans un entonnoir bouché. En plus, plusieurs petits villages et colonies ont été découverts dans les alentours et les gens y vivaient dans des huttes semi-souterraines. Cette découverte très importante suggère une structure sociétale très avancée pour son époque, avec des colonies organisées, des infrastructures de chasse, ainsi qu'un complexe religieux pour des rituels dont on ignore la majeure partie. La seule chose qui est sûre est qu'ils étaient liés à la chasse, peut-être même qu'ils impliquaient des sacrifices. Mais par contre, ce qui est vraiment troublant, c'est de savoir pourquoi ils ont sculpté plusieurs visages qui ne sont pas humains.
Statue de Cybèle. La forteresse de Kurul en Turquie a attiré l'attention du monde très récemment avec une découverte majeure. L'endroit est une forteresse antique datant de 2300 ans. Elle se situe au nord de la Turquie, au sommet des roches Kurul, dans le village d'Ordubayadi, et le site archéologique est d'une importance majeure. Et les découvertes qui ont été faites ont étonné le monde entier. Les images qui ont fait le tour du monde montraient les visages de deux statues d'une qualité exceptionnelle. D'ailleurs, les statues sont tellement bien faites que certains ont cru que c'était des visages pétrifiés qui émergeaient de terre. Même les archéologues qui travaillent sur l'excavation du site avouent être impressionnés par les statues qui semblent les fixer à chaque fois qu'ils passent devant. Le site est considéré comme le site archéologique le plus important de l'Est de la mer Noire. Il est d'ailleurs candidat pour figurer dans la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. La très célèbre statue qui a attiré les regards du monde entier sur le site date de 2100 ans et représente la déesse Cybèle, une déesse phrygienne qui a été adoptée par les Grecs, les Romains et même en Arabie pré-islamique. Plein d'autres objets ont été découverts à la forteresse de Kurul, dont le tiers seulement a été fouillé. Mais les recherches sont considérablement ralenties par le manque de fonds et le site est en grand danger à cause des explosions de dynamite d'une carrière en contrebas. Le maire du village veut faire de l'endroit un musée à ciel ouvert dans l'espoir de dynamiser le tourisme et d'amasser assez de recettes qui pourraient permettre de mener à bien les fouilles archéologiques. Parole de momie. On s'est tous demandé à quoi ressemblaient les Égyptiens de l'Antiquité. Il y a même eu un débat houleux sur leur couleur, leur ethnicité et leurs origines. Mais personne ne s'est vraiment demandé à quoi leur voix ressemblait. En tout cas pas moi. Et bien qu'elle devait ressembler à peu près à nos voix, l'entendre nous permettrait certainement de nous rapprocher encore plus de l'époque. Et même si personne ne l'a demandé, des scientifiques l'ont fait quand même. Des chercheurs de l'université de York au Royaume-Uni ont redonné de la voix à une momie vieille de plus de 3000 ans, celle du prêtre égyptien Nesyamun. La prouesse a été possible grâce à une numérisation des tissus mous formant le canal vocal de la momie, choisi spécifiquement d'ailleurs en raison du canal vocal très bien conservé. Les mesures prises grâce à une numérisation très précise ont permis ensuite d'imprimer le canal vocal de Nesyamun en 3D avant de l'utiliser avec un son de larynx artificiel semblable à ceux que l'on utilise dans les systèmes de synthèse vocale. Je vous préviens tout de suite que le résultat n'est pas vraiment grandiose. Moi, ça me rappelle quelque chose, pas vous? Mais d'un autre côté, il ne pouvait répliquer qu'une seule tonalité. On est sûrement très loin d'un Égyptien qui parle, mais c'est un premier pas vers leur objectif de faire reparler des morts. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Entendre des voix d'outre-tombe, est-il plutôt fascinant, terrifiant ou juste inutile? Et il vaut mieux laisser les morts reposer en paix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Rune protectrice. Récemment, à Stoke-Mandeville, en Angleterre, des archéologues ont retrouvé ce qu'ils appellent Witches Marks, qui se traduit littéralement par des marques de sorcières. Ce sont des sortes de symboles ou de runes médiévales qui servaient sans doute à éloigner les esprits malins et les personnes maléfiques. La découverte troublante a été faite en marge d'un énorme projet de train à grande vitesse s'étalant sur toute l'Angleterre. Le projet est même accompagné d'une campagne archéologique vu le nombre de découvertes qui ont été faites durant les chantiers. Les graffitis médiévaux gravés sur l'église bâtie vers 1070 sont sous forme de cercles mystérieux avec des sortes de rayons allant du centre du cercle vers le périmètre. Les spécialistes pensent que ces dessins étaient censés symboliser une sorte de labyrinthe circulaire où les esprits malveillants étaient censés se perdre. Mais la forme bien particulière de certains de ces graffitis pourrait également donner crédit à une autre théorie qui ferait de ces dessins des cadrans solaires de fortune. Les scientifiques ne l'excluent pas, mais signalent cependant que les cadrans solaires gravés dans les églises se trouvent généralement au sud-est avec pour but de signaler l'heure des 3 prières majeures de la journée, celle du matin, du midi et du soir. À Saint Mary, l'église où les gravures ont été découvertes, elles étaient présentes à plusieurs endroits, mais les pierres ont peut-être pu être déplacées au fil du temps, ce qui fait que la thèse des symboles antispectres et démons ne peut être validée à 100%, et les fouilles ne sont pas encore finies, et les archéologues espèrent encore faire d'autres découvertes sur le site qui pourront, pourquoi pas, expliquer la présence de ces glyphes.
Ces marques étaient assez répandues dans l'Angleterre médiévale et les autorités ont même créé un portail où on peut visualiser et visiter virtuellement les différents glyphes et symboles qui se trouvent à la New Forest, des bois qui étaient dans le passé un haut lieu de sorcellerie dans l'Angleterre médiévale. L'homme aux 6 têtes. Des archéologues commencent tout juste à résoudre un mystère qui a troublé le monde depuis 1997. Le mystère concerne une tombe qui a été retrouvée dans un petit village de pêcheurs écossais, Port Mahomac. La sépulture en question contenait le corps d'un homme accompagné de 5 crânes pour un total de 6 crânes et un seul corps. Mais des avancées récentes viennent de prouver qu'il s'agissait en fait de 2 corps et 4 crânes supplémentaires. L'ADN a permis donc de conclure que le squelette était en réalité constitué des restes de 2 hommes dont les crânes faisaient partie du lot. Les chercheurs ont même pu déterminer qu'il existe un lien de parenté entre les 2 défunts, soit oncle et neveu, soit 2 cousins. Ils ont été enterrés quelque part entre le XIIIe et le XVe siècle. Les recherches ont aussi prouvé que 3 des 4 crânes restants appartenaient à d'autres membres de la famille. C'était la mère, le père et le grand-père d'un des 2 hommes. Mais le plus grand mystère concerne le 6e et dernier crâne. Il appartenait à un moine picte, une confédération de tribus écossaises de l'époque et qui était décédé des siècles auparavant, quelque part entre le 8e et le 10e siècle. Les chercheurs avancent la théorie selon laquelle le crâne du moine serait une sorte de relique familiale, mais la présence des crânes d'autres membres de la famille du défunt dans une même tombe est loin d'être une pratique répandue pour l'époque, et un des hommes a souffert une mort très brutale, avec la moitié de son visage qui manquait, ce qui laisserait penser qu'il était un chef de guerre ou au moins une personnalité importante, une thèse qui est soutenue par le fait que la tombe a été trouvée près d'une ancienne église. Mais si les liens de parenté ont été établis, le mystère derrière cet enterrement glaçant reste toujours non élucidé. Faux hiéroglyphes. Fin 2019, une découverte en Égypte a fait la une des journaux pour son aspect très particulier. La découverte faite dans la nécropole de Saqqara dénote du reste des découvertes qu'on a l'habitude de faire dans la célèbre nécropole, puisque le lieu abritait les sépultures des plus grandes personnalités de l'Égypte antique, allant des pharaons aux grands prêtres, en passant par les plus éminents membres de la société. Mais cette découverte dénote puisque la douzaine de momies qui ont été trouvées ont été enterrées de façon que l'on peut décrire d'hasardeuse au mieux. Datant de 2000 ans, les momies appartenaient à des membres modestes de la société égyptienne, ce qui expliquerait leur enterrement très peu soigné. Le docteur Kamil Kouraskiewicz de la faculté des sciences de l'université de Varsovie explique: la plupart des momies que nous avons découvertes la dernière saison étaient très modestes et n'ont subi que des traitements d'embaumement basiques et ont été enveloppées dans des bandelettes et placées directement dans des fosses creusées dans le sable. L'équipe d'archéologues a fait la découverte dans une région très proche de la pyramide de Djesser, la plus vieille pyramide toujours intacte en Égypte. Mais l'un des sarcophages a cependant attiré l'attention des archéologues. Malgré son état, il présentait encore des décorations colorées, notamment un collier peint sur le couvercle ainsi que des inscriptions ressemblant à des hiéroglyphes. Et en tentant de les déchiffrer, les archéologues se sont aperçus que les textes n'avaient pas une réelle signification. De toute évidence, l'artiste qui les a peints ne savait pas lire. Il a peut-être essayé de recréer quelque chose qu'il avait vu auparavant. Quoi qu'il en soit, certaines des formes peintes ne sont pas des signes hiéroglyphiques et l'ensemble ne constitue pas un texte cohérent. La décoration située en bas du cercueil a également intrigué l'équipe. Il s'agit de 2 représentations du dieu égyptien Anubis, sous la forme de chacal allongé. Les archéologues les décrivent comme magnifiquement maladroits. Les dessins ont été réalisés entièrement en bleu, une couleur très inhabituelle alors qu'Anubis est généralement peint en noir. L'origine de cette particularité reste floue. L'artiste n'était peut-être pas familier avec les conventions traditionnelles, ou bien il s'était justement improvisé artiste, ne pouvant pas se permettre de payer un vrai artiste à un de ses proches décédés. Malheureusement, la tombe en question ne possédait plus son précieux masque funéraire, victime des voleurs, ce qui empêche donc d'en savoir plus sur le défunt et les circonstances de son inhumation. Récit de la mort noire.
À première vue de chose, l'église St. Mary the Virgin à Ashwell en Angleterre est une modeste église parmi tant d'autres, mais la structure médiévale qui date du XIVe siècle abrite des vestiges de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'Europe, l'événement tristement connu comme la mort noire ou la peste noire. Gravés sur les murs de l'église, des graffitis médiévaux racontent la souffrance qu'a vécu les habitants de l'Angleterre durant cette période très sombre. Les inscriptions incompréhensibles au premier abord cachent des histoires déchirantes. Il y a même un dessin qui a été fait quelque part entre 1340 et 1561 représentant la fameuse cathédrale Saint-Paul de Londres qui fut plus tard emportée par le grand incendie de Londres en 1666. Les survivants de la pandémie de la peste noire ont eux-mêmes rajouté leurs propres inscriptions très poignantes. L'une des inscriptions du mur nord de la tour ouest peut se traduire de la sorte: année misérable, terrible, destructrice, seuls les restes des gens subsistent. Les historiens lient l'inscription à la pandémie de peste bubonique qui a frappé Londres au XIVe siècle entre 1347 et 1352. Une pandémie extrêmement meurtrière qui a emporté entre 30 et 50% de la population de l'Europe, soit à peu près 25 millions de personnes. Et bien qu'il soit difficile de faire des comparaisons entre les pandémies, la médecine très archaïque de l'époque et le manque d'hygiène on en fait l'un des événements les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Irta. Situé à 180 km au large des côtes écossaises, l'archipel de Saint-Kilda des Hébrides extérieures est un petit archipel composé de 4 îles seulement, dont la principale est l'île d'Irta. Et bien qu'elle soit la plus grande, elle ne fait que 6,5 km². L'île escarpée et reculée est extrêmement difficile d'accès. Pour l'atteindre depuis les côtes écossaises, il faut un voyage en bateau qui dure 18 heures. Et la plupart du temps, le voyage est tout simplement impossible à cause du mauvais temps et de la houle trop puissante. Mais malgré tout cela, l'île a été habitée de façon continue pour plus de 2 millénaires, de la préhistoire jusqu'en septembre 1930 quand les derniers habitants l'ont quittée. Des découvertes archéologiques ont même prouvé qu'il y avait une colonie viking sur l'île en plus de 3 chapelles. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, la survie sur l'île était extrêmement difficile. Et pour mieux s'en sortir, les habitants ont commencé à accueillir des touristes vers la moitié du 19e siècle, devenant complètement dépendants des revenus touristiques. Mais la population de l'île, assujettie aux conditions extrêmement rudes, a été frappée de plein fouet quand la famine de la pomme de terre a touché l'Écosse dans les années 1840. Tous ces éléments ont poussé 50 des habitants de l'île à immigrer en Australie dans le cadre d'un programme du gouvernement australien en 1850. Mais les soucis ne se sont pas arrêtés là pour les habitants de l'île. Les maladies ramenées par les touristes, en plus d'un taux de mortalité infantile très élevé, en plus de l'installation d'une base militaire durant la Première Guerre mondiale, ont failli complètement exterminer la population de l'île, ne laissant que 36 habitants qui ont demandé au gouvernement écossais de les reloger sur le continent. L'île est finalement évacuée en septembre 1930, ne laissant que les anciennes structures, vestiges d'un temps où l'endroit très peu accueillant était encore habité. Mais le bon côté des choses est que la nature a repris ses droits et l'île est désormais un sanctuaire pour les oiseaux marins qui y trouvent refuge. Cimetière chrétien. Au nord de la Pologne, des archéologues ont fait une découverte très troublante. Plusieurs dizaines de corps datant du XIe siècle dans ce qui est désormais considéré comme le plus vieux cimetière chrétien du pays. La majorité des restes retrouvés dans le cimetière millénaire sont ceux d'enfants en bas âge, âgés entre 2 et 5 ans, qui ont été enterrés peu après l'adoption de la chrétienté par la Pologne en 966. Plusieurs corps datant du Moyen-Âge ont aussi été retrouvés dans le cimetière, chose qui a mené les archéologues à penser que c'était un cimetière du Moyen-Âge. Mais des analyses plus approfondies ont prouvé que le cimetière est bien plus vieux. La majorité des corps reposaient allongés sur le dos avec leur tête orientée vers l'est. Ils étaient aussi accompagnés de croix métalliques, ce qui prouve que la foi chrétienne s'était propagée aux 4 coins du pays très rapidement. Mais l'intérêt porté à ces découvertes vient de quelques enterrements troublants et mystérieux. Par exemple, les restes d'une femme ont été enterrés sous un énorme rocher qui a été posé sur sa poitrine. Un autre corps était ligoté dans des cordes à son enterrement. Les archéologues ont même retrouvé les restes d'un nourrisson
adolescent né prématurément. Les archéologues pensent que le cimetière est beaucoup plus grand et ces découvertes ne représentent qu'une petite partie de ce qui pourrait s'y trouver. Ils espèrent faire encore plus de découvertes qui nous en apprendraient encore plus sur les mœurs de l'époque et la transition vers le christianisme et ce qu'elle a engendré comme changements sociétaux. Et cette mystérieuse énigme figée dans la roche en Russie laisse les scientifiques impuissants. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.